Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de réaliser ce webinaire avec 4 spécialistes aux compétences très complémentaires pour le coup, afin de vous permettre de partager une vision 360 sur le sujet. Je vais donc commencer par présenter Amandine Delamo, qui représente la cybermalveillance, et qui nous parlera notamment des actions mises en place par le gouvernement afin d'aider les entreprises à faire face aux risques cyber. Amandine, souhaites-tu compléter? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Harmonie de m'avoir conviée à intervenir sur cette table ronde. Donc oui, je suis chargée de mission partenariat donc pour le dispositif cybermalveillance.gouv.fr, qui est une plateforme qui s'adresse aux particuliers, aux entreprises plutôt les plus petites, TPE, PME, qui n'ont pas forcément de responsable informatique en interne, et puis aux petites collectivités qui, elles non plus, n'ont pas de responsable informatique. Voilà, et donc nous avons une plateforme qui permet d'obtenir un diagnostic en ligne et d'assister les victimes d'actes de cybermalveillance. Donc là, comme je vois dans le slide, on a vraiment 3 missions qui nous ont été confiées: assister les victimes, prévenir les risques avec de la sensibilisation et de la prévention, et puis créer un observatoire de la menace pour observer toutes ces menaces et avoir la vision la plus précise possible des phénomènes qui existent, qui se passent en France. Voilà. Merci beaucoup Amandine. Du coup, pour compléter avec une vision risque, gestion des incidents et couverture des sinistres, nous avons avec nous aujourd'hui Luc Talarico, qui représente le groupe PolyExpert et qui va pouvoir apporter un éclairage notamment en matière d'assurance et de son écosystème. Luc, pareil, je te laisse compléter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Merci Harmonie de m'avoir invité à participer, effectivement. Donc, j'interviens effectivement en tant qu'expert d'assurance, à la fois sur le volet évaluation et prévention des risques au moment de la souscription ou du renouvellement. On propose aussi des services de sensibilisation, de formation. Mais le cœur de notre métier, c'est effectivement la gestion des incidents et de la crise et des sinistres, avec le chiffrage des dommages et l'exercice des recours. Ok. Merci beaucoup Luc. À cette table ronde, il y a aussi Philippe Dujardin qui va pouvoir apporter un retour d'expérience terrain. Il porte la double casquette finalement de dirigeant de PME et à la fois spécialiste qui les accompagne à progresser. Philippe dirige la société de conseil Covatim située à côté de Grenoble. Pareil, Philippe, si tu veux compléter en quelques mots. Oui, bonjour aussi à toutes et à tous, et merci à Harmonie pour ce webinaire. Nous, on est des généralistes en fait, et on aide tout type de structures, qu'elles soient privées, publiques ou associatives, à évoluer et à faire évoluer ces outils et ces usages autour du digital, à travers la délégation et la mise à disposition d'experts en fait, que ce soit des responsables informatiques, des RSSI, des DSI, des DPO externalisés pour la partie RGPD. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Je vous présente donc également Xavier de Corsa, qui porte également la double casquette de dirigeant de PME et de spécialiste. Xavier est cofondateur du cabinet de conseil Harmonie Technologies, donc spécialiste de la cybersécurité et de la gestion des risques. Et il propose notamment une solution de gouvernance de la gestion des risques cyber à destination des PME. Xavier, pareil, si tu veux compléter. Merci Gabriel, bon, merci à tous de nous suivre. Et puis donc, merci à tous mes collègues là, de participer avec nous sur ce webinaire. L'idée justement, c'était d'un peu de suivant différents axes et différentes contributions, finalement mettre en évidence les mêmes éléments. C'est qu'aujourd'hui, la sécurité n'est plus une option. Elle l'était, aujourd'hui, elle l'était dans le passé traitée pour les grands comptes, dans sa priorité, dans de la conformité, dans de l'obligation. Donc il y a une maturité, mais aujourd'hui, même les PME doivent se mettre sur ce sujet-là. Donc l'idée d'Harmonie, qui accompagnons entre guillemets depuis plus de 15 ans les grands comptes, c'est comment on retraduit ça, comment on peut accompagner les plus petites entreprises. Donc on a une démarche qu'on est en train de déployer autour d'une solution plateforme également, donc sur cet accompagnement cyber pour les plus petites entreprises, donc qui peut mixer le côté outillage et le côté conseil.
Merci Xavier. Donc, cette introduction étant faite, nous allons passer dans le vif du sujet. Nous avons organisé cette conférence en 2 temps forts. Une première partie qui va être centrée sur la menace et la gestion des risques, et ensuite une seconde partie qui va présenter donc des retours d'expérience, les difficultés rencontrées sur les terrains, mais surtout des conseils pour renforcer ou initier une gouvernance de votre cybersécurité. Donc, passons à la première partie. Hop. Donc, quel est l'état de la menace? Donc, sur cette première partie, je vais déjà poser la question à Amandine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelles sont les principales menaces pour les entreprises observées par cybermalveillance? Donc, parmi les victimes, ce qu'on a pu voir, c'est que les TPE-PME sont vraiment très présentes. Elles ont été majoritairement impactées par plusieurs phénomènes, notamment les rançongiciels, qu'on appelle aussi ransomware, qui est passé de la 6e place en 2019 à la 1re en 2020, plus 54% en 2020. Donc, c'est un phénomène extrêmement important. Je vais revenir dessus après. Et on a donc, vous l'avez peut-être sûrement entendu dans les médias, puisque ces types d'attaques sont relayés énormément dans la presse, notamment des mairies, des hôpitaux, des grandes entreprises, mais aussi des petites TPE, PME qui ont été attaquées. La deuxième menace, assez prégnante également, c'est le piratage informatique. Puis vous avez le piratage de comptes, qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire c'est toutes les attaques de vos boîtes mail, d'accès à vos comptes, que ce soit bancaires ou réseaux sociaux, que je vais développer également. Et puis quatrième, l'hameçonnage, qui est vraiment une menace prédominante, qui est en forte hausse. Ce sont des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées. Autrefois, elles étaient c'était des emails assez grossiers, qui étaient assez mal faits, où il y avait des fautes d'orthographe, qui étaient assez facilement repérables. Aujourd'hui, il a vraiment changé d'échelle. On est vraiment passé de l'artisanat à la professionnalisation de ce type d'attaque. Et malheureusement, il y a eu un effet démultiplicateur avec la crise sanitaire, liée notamment au télétravail, ça n'a pas aidé, mais également à l'isolement des collaborateurs qui n'avaient pas forcément, ils ne savaient pas vers qui se tourner. Et donc, il y a eu vraiment un impact fort. Il faut savoir que cette menace, l'hameçonnage, on l'appelle la mère de toutes les attaques, parce que c'est la principale cause de d'autres malveillances. En fait, derrière un hameçonnage, eh bien, vous pouvez avoir du piratage de compte, vous pouvez avoir du rançongiciel ou de la fraude bancaire. Donc, voilà, c'est vraiment une menace très, très prégnante et qui s'est développée. On a même vu en 2020 des campagnes d'hameçonnage via des SMS. Donc, les pirates sont en train de changer, d'évoluer aussi. Et en fait, c'est quand vous avez un usager, donc une personne qui reçoit un SMS, on est beaucoup moins méfiant avec un SMS. C'est beaucoup plus difficile de contrôler et de repérer une éventuelle usurpation d'identité. Et donc, c'est un phénomène qui s'intensifie et qui risque encore de s'intensifier dans les prochaines années. Je voudrais revenir également sur le piratage de comptes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la deuxième menace pour les entreprises. Et donc, ça va être le piratage des comptes donc, de vos messageries professionnelles, personnelles aussi, mais professionnelles, des réseaux sociaux, des banques. Et c'est intéressant pour les pirates, en fait, puisque derrière, ils vont récupérer toutes vos données et ils vont les revendre. C'est ça qui les intéresse. Donc, votre messagerie, elle est extrêmement sensible puisqu'en piratant votre messagerie, l'attaquant, il peut très facilement récupérer, réinitialiser à votre place, en fait, vos mots de passe de tous vos comptes et derrière prendre la main sur chacun d'entre eux à votre insu. Donc, vigilance par rapport à ça. Et ces piratages, ils viennent de différentes sources. Vous allez avoir l'hameçonnage, bien sûr, avec des mails malveillants que vous allez cliquer dessus. Mais ça peut être aussi des fuites de données. On voit souvent dans la presse et encore dernièrement sur un réseau social très connu professionnellement parlant, voilà, des fuites de données. Eh bien, on est... En tout cas, si vous êtes client de ces entreprises ou si vous utilisez ces outils, sachez que si elle a été attaquée, qu'il y a eu des fuites de données, il faut absolument changer vos mots de passe très rapidement, puisqu'il faut bien avoir conscience que le piratage de compte peut avoir derrière des incidences et des conséquences très très graves, notamment pour les professionnels avec de la fraude bancaire ou du virement ou de l'usurpation d'identité. Voilà, donc des impacts vraiment très très importants pour vous.
Et puis enfin, rançongiciel. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous reparler de ce rançongiciel qui est la première menace pour les professionnels. Donc, il faut savoir que tous les types d'entreprises sont ciblés par ce type d'attaque, quelle que soit sa taille, une PME, un grand compte, une grosse métropole ou une petite collectivité, tout le monde est une cible potentielle. Donc, rançongiciel, c'est quoi? C'est quand vous avez ces fameux logiciels qui vont chiffrer les données de l'entreprise en menaçant en fait de les divulguer si vous ne payez pas une rançon. Donc, il faut savoir que le premier vecteur de compromission, en fait, ça va être l'intrusion via des accès externes, c'est-à-dire des failles non corrigées sur les PC, sur le système d'information. Et donc, pour simplifier, en fait, les pirates vont scanner l'Internet et ils vont aller trouver des accès faciles, des accès faillibles, où il y a des portes d'entrée pour réussir à s'introduire dans votre système d'information. Donc voilà, ce genre de rançongiciel, ce sont des mails massifs qui sont assez aléatoires et qui vont être distribués à un très grand nombre de victimes. Donc ça, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est sécurisez-vous. Allez, mettez des antivirus, faites vos mises à jour, des sauvegardes et changez vos mots de passe régulièrement parce qu'elles vont, malheureusement, ce type d'attaque, quand vous allez être attaqué, vous allez avoir du mal à vous en remettre. Voilà. Mais ces derniers mois, ces rançongiciels, ils ont évolué. Ils ne sont plus aléatoires. Maintenant, on arrive sur des rançongiciels de plus en plus ciblés. Il y a une vraie professionnalisation sur ce type d'attaque également, puisque les pirates ont une logique héroïste. Ils veulent du ROI, ils veulent du retour sur investissement et donc ils vont aller cibler les professionnels. On a même vu un même rançongiciel aller demander une rançon différente en fonction des moyens financiers de l'entreprise qu'elle attaque. Donc voilà, les victimes sont soigneusement sélectionnées en fonction de leur capacité à payer, mais également de l'impact plus large qu'une attaque peut avoir sur toute l'organisation. Donc oui, certes, les grosses entreprises intéressent les pirates, mais pas seulement, puisqu'en fait, les petites entreprises sont aussi des portes d'entrée pour eux pour rentrer chez les grands comptes. Mais voilà, puisque les TPE, PME sont malheureusement moins bien sécurisées à ce jour, d'où l'organisation aujourd'hui de ce webinaire pour justement qu'il y ait une prise de conscience et que des moyens soient pris au sein de ces TPE, PME pour mieux les sécuriser. Et puis, une TPE, PME est moins préparée aussi face à une attaque. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est même en ayant pris toutes les précautions, on n'est jamais à l'abri d'une attaque. Donc, préparez-vous au maximum pour être prêt en cas d'attaque. Voilà un petit peu sur l'état des menaces. Merci beaucoup, Amandine. D'ailleurs, je pense que sur ce sujet-là, Luc, tu peux venir compléter, notamment, partages-tu sur la partie gestion des sinistres, partages-tu le même constat? Et aussi, est-ce que tu pourras nous indiquer qu'est-ce que les polices d'assurance cyber apportent aux TPE, PME, ETI, notamment pour faire face à ces risques? Oui, alors je rejoins effectivement ce que disait Amandine sur le hameçonnage qui est un petit peu la mère de toutes les attaques. On pourrait même revenir un tout petit peu en arrière, c'est sur le déroulement d'une attaque. Généralement, ça commence par une phase de collecte d'informations. Donc, on parlait de fuite de données tout à l'heure. Effectivement, les pirates vont commencer par essayer de collecter un maximum d'informations leakées, comme on dit, qui ont fuité sur les réseaux. Fort de ces informations-là, ils vont ensuite faire ce qu'on appelle du social engineering pour consolider leurs connaissances. Et puis, à partir de là, effectivement, il va y avoir une campagne de hameçonnage pour commencer à rentrer, à pénétrer le système d'information. Une fois que le système d'information est pénétré, on va avoir ce qu'on appelle une élévation de privilèges qui va là exploiter effectivement les failles, les mises à jour qui n'ont pas été faites, etc., qui vont permettre de faire une élévation de privilèges et ce qu'on appelle des mouvements latéraux pour pouvoir se propager dans l'ensemble du réseau. Une fois que cette étape est passée, on va passer à l'exfiltration des données parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent. On a vu tout à l'heure ce graphique
informatique avec les rançons logicielles, le hameçonnage, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces techniques, généralement, sont en réalité combinées par les pirates pour arriver à leur fin. Encore une fois, comme le disait Amandine tout à l'heure, il y a une vraie recherche de retour sur investissement, hein. Ce type d'attaque est pas anodin et pas gratuit non plus, hein. On peut maintenant réserver des services comme ça de malware. Et donc, une fois qu'on s'est introduit, qu'on a élevé les privilèges et qu'on a la main sur le système d'information, on va effectivement organiser l'exfiltration des données et sa persistance dans le système d'information pour pouvoir continuer à voir ce qui s'y passe. Une fois qu'on a récolté, exfiltré les données, à ce moment-là, effectivement, on va lancer le malware qui a vocation à les chiffrer, pour pouvoir à la fois faire pression sur l'entreprise en réclamant une rançon, soit contre la restitution des données, en menaçant soit de les supprimer définitivement, soit effectivement de les revendre. Et donc, en fait, les différents points qu'on a vus tout à l'heure, qu'il s'agisse d'usurpation d'identité, de ransomware, etc., ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes ces techniques sont le plus souvent mêlées par les entreprises. Et comme on le voit sur le slide qui est projeté en ce moment, l'un des premiers vecteurs d'attaque du ransomware, c'est effectivement le phishing. Donc, ça suppose, comme l'a dit Amandine, que effectivement nos systèmes soient régulièrement mis à jour, mais ça suppose surtout qu'il y ait une sensibilisation périodique, régulière des personnels, puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, le souci se trouve souvent entre la chaise et le clavier. C'est souvent un problème de vigilance de l'utilisateur ou de défaut de sensibilisation, hein, qui va faire que il va cliquer sur un lien sans avoir vérifié l'origine du mail, etc. Je te propose qu'on passe à la seconde partie qui était orientée sur la tendance en matière de couverture des risques, et notamment que tu puisses nous indiquer la tendance et notamment les polices d'assurance cyber, qu'est-ce qu'elles apportent concrètement aux PME, TPE et ETI. Alors concrètement, ce qu'on rencontre très souvent, c'est que chez les PME et ETI, c'est que d'abord, c'est ce qu'on voit sur ce slide-là, plus on descend et moins elles sont couvertes sur les cyber-risques, c'est-à-dire qu'elles bénéficient le plus souvent de couverture d'assurance dommages aux biens, par exemple, responsabilité civile. Et une des idées reçues, c'est que ces polices ont vocation à couvrir leurs risques cyber, ce qui n'est pas le cas. Et depuis plusieurs années maintenant, les assureurs ont développé des assurances spécifiques pour le cyber-risque, qui non seulement ont vocation à couvrir ce que les autres polices ne couvrent pas, typiquement les dommages aux données sans dommages matériels à l'origine, et surtout développent tout un écosystème de services, à la fois pour permettre à l'assuré de prévenir la survenance d'un sinistre, donc la prévention, et surtout pour permettre à l'assuré de répondre à l'incident en cas de menace avérée. Donc la plupart des compagnies sur la place aujourd'hui ont développé comme ça des services d'assistance 24/7 qui permettent à l'assuré de contacter son assureur à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et de bénéficier d'une assistance technique immédiate dès l'identification de la menace. Le problème, c'est ce qu'on voit aussi ici, c'est que si les grands comptes sont aujourd'hui majoritairement couverts en cyber, c'est loin d'être le cas des PME et des ETI qui, paradoxalement, sont aussi celles qui sont souvent le moins bien préparées à ce type d'attaque. Merci Luc. Du coup, est-ce que tu vois des choses à préciser concernant l'assureur et son écosystème, le rôle des experts, ce qui est couvert? Enfin, moi, ce que j'entends, c'est que la cyber finalement est vitale pour les entreprises. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce point? Alors effectivement, qu'est-ce qui est couvert? Typiquement, on a une suspicion d'intrusion dans un système d'information. Vous pouvez mobiliser votre garantie cyber et faire intervenir sans franchise. La plupart du temps, la plupart des assureurs proposent maintenant des interventions dites forensiques, c'est-à-dire d'enquête en fait, hein, pendant 48 à 72 heures sans franchise, qui vont permettre effectivement d'identifier
la menace, de la confiner éventuellement et de prendre les premières mesures nécessaires au confinement de l'attaque et à la préservation des ressources. Donc, typiquement, ça, vous ne l'avez que dans les polices d'assurance cyber. À côté de ça, les assureurs proposent également une assistance à la gestion de crise, donc la gestion de la communication, la gestion des notifications aux autorités et aux tiers, qui ne sont pas non plus dans les autres polices d'assurance. Donc la garantie cyber a vocation à couvrir à la fois la phase d'enquête, dite de forensique, de remédiation, c'est-à-dire le rétablissement du système d'information dans des conditions nominales de fonctionnement, et puis bien évidemment la perte d'exploitation qui est générée par l'attaque, puisque très souvent, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que typiquement une attaque par cryptovirus, donc par rançongiciel, va avoir pour effet d'arrêter totalement l'activité de l'entreprise pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, et dans les cas les plus extrêmes, plusieurs mois, et peuvent entraîner jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Philippe, est-ce que tu pourrais partager les retours d'expérience que vous avez pu constater de gestion de sinistres sur le... Oui, tout à fait. Surtout que nous, on intervient donc autour de la région grenobloise sur la tranche PME, hein, donc les 0,0026% hein, qui ne souscrivent pas aux polices d'assurance. À travers trois cas concrets, une entreprise dans le privé qui construit des meubles d'une quarantaine de personnes qui avait un ERP dans lequel s'est introduit un CryptoLocker, à travers une petite commune de 2000 habitants qui, pareil, hein, en cliquant sur un mail, va faire entrer un CryptoLocker et un bailleur social qui a eu la même conséquence. Les trois, en fait, se sont retrouvés avec de la perte de données irréversible, parce que les sauvegardes dans ces cas-là n'étaient pas efficientes. Donc, il a fallu reconstruire à la main, retourner chercher les informations. Et pour certains, ça a été 3 mois de données complètement perdues qu'il a fallu reconstruire en 6 mois, voire pour la mairie, c'est quasiment 2 ans de travail à réaliser. Et puis pour le fabricant de meubles, lui, ça s'est traduit par un licenciement en chômage partiel temporaire de quelques personnes, parce qu'il est obligé d'arrêter sa production. Donc les conséquences étaient désastreuses. Et dans ces 3 cas, on a pu constater que d'un côté, le prestataire, en fait, les engagements contractuels avec le prestataire n'étaient pas très clairs. Et d'un autre côté, les polices d'assurance n'étant pas existantes, ça a eu quoi comme conséquence, comme le précisait Luc, que d'une part, les coûts qui ont été générés pour remédier à l'incident technique n'ont pas été pris en charge, au-delà du fait d'avoir perdu des données, et aussi, au final, que la perte d'exploitation n'a pas non plus été prise en charge. Et ça a été vraiment catastrophique dans ces 3 cas. On a pu partager les retours d'expérience terrain de Philippe, notamment avec les entreprises qui ont subi, les entreprises et les institutions publiques qui ont subi des attaques de CryptoLocker. Du coup, est-ce que toi, tu voulais compléter sur ce sujet? Je sais que tu avais aussi des exemples sur ce point. Alors effectivement, j'ai entendu que Philippe abordait la question des entreprises qui n'étaient pas nécessairement assurées, qui donc n'ont pas vu leur sinistre indemnisé. Pour celles qui le sont, au-delà de l'assurance, il y a aussi les mesures préventives qui ont pu être mises en place dans le cadre de la charte informatique de l'entreprise. Et j'ai en tête 2 sinistres pour lesquels j'ai été missionné à quelques jours d'intervalle pour 2 PME tout à fait comparables qui interviennent toutes les 2 dans le même secteur d'activité et qui, pour l'une, disposait d'un plan de sauvegarde et d'un plan de continuité d'activité et a pu effectivement redémarrer son activité en 48 à 72 heures sans trop de difficultés et surtout sans perte de données. Et puis l'autre entreprise, comme je le disais, qui était tout à fait comparable et qui intervenait sur le même secteur, qui, elle, n'était pas du tout préparée
n'avait pas mis en œuvre de plan de sauvegarde adéquat et qui, plusieurs mois après le sinistre, continue à ressaisir des données historiques qu'elle a aujourd'hui perdues. Et donc, son activité est dégradée. Non seulement elle a été arrêtée pendant plusieurs semaines, mais elle est encore dégradée plusieurs mois après l'incident. C'est ce qui permet de voir un petit peu le décalage qu'il peut y avoir entre une entreprise qui a pris la mesure de son risque et qui donc a mis en place un certain nombre de mesures préventives et une entreprise qui l'a négligé, si je peux parler comme ça, et qui ont subi aujourd'hui les conséquences plusieurs mois encore après la survenance du sinistre. Avant de passer à la troisième partie sur les retours d'expérience, pour conclure cette partie sur les incidents et la gestion des sinistres, je voulais redonner la parole à Amandine, mais de façon assez courte et rapide pour que tu puisses présenter, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre cybermalveillance et les assureurs. Si tu peux conclure sur les conseils à donner aux dirigeants de TPE, PME, ETI qui nous écoutent pour se prémunir face à ces risques. Oui, alors déjà, on a le point commun principal, je pense, entre tout le monde, c'est qu'on a les mêmes enjeux. C'est lutter contre les cyberattaques, ça c'est clair. Et donc, pour lutter contre ces cyberattaques, nous, on a deux aspects essentiels qu'on recommande. Il y a le volet technique pour les entreprises qui, elles, disposent d'un service informatique. C'est de concevoir une politique de sécurité en suivant notamment les préconisations de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est la référence en matière cyber en France, qui font des très bons guides. Et puis pour les entreprises qui sont plus petites, qui ne disposent pas de services informatiques, surtout de ne pas jouer aux apprentis sorciers. Ça ne s'invente pas d'être responsable sécurité. Donc il faut se faire accompagner par des entreprises, des professionnels qui sont qualifiés, parce que les enjeux derrière sont vraiment trop importants. Et pour ce faire, sachez que nous avons donc Cybermalveillance à créer un label Expert Cyber qui permet d'identifier dans votre région le prestataire de confiance à qui confier son système d'information. Donc, on a créé avec l'AFNOR, donc un organisme de certification, et qui permet donc de reconnaître l'expertise en sécurité numérique de ces sociétés. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par elles, que ce soit en amont, puisqu'on a également un service, vous pouvez aller sur notre plateforme et vous aurez en amont, en amont pour la sécurisation de vos outils numériques, que ce soit téléphonie, site web ou système d'information. Sachez que ces prestataires labellisés peuvent vous accompagner. On en a un peu plus, même que 80. On en a, je crois, presque 90. Voilà, ça a augmenté ces derniers temps. Donc voilà, ça c'est sur l'aspect technique. Et puis sur l'aspect humain, c'est vraiment important de ne pas décorréler les deux. C'est vraiment l'acculturation à la cyber, elle est indispensable. Comme le disait tout à l'heure Luc, entre la chaise et le clavier, il y a l'homme, et donc il est vraiment important que toutes ces personnes de l'entreprise, quelle que soit leur fonction, hein, je dis bien de la stagiaire jusqu'à la direction générale, soient sensibilisées sur la cyber, puisque vous voyez des campagnes d'hameçonnage qui ne sont pas ciblées, et donc il suffit d'une seule personne qui n'ait pas été sensibilisée pour faire rentrer un code malveillant au sein de l'entreprise et lui donner accès comme ça à tout le système d'information. Donc pour cela, on a, nous, créé une boîte à outils, tout un kit de sensibilisation qui peut vous aider à avoir des outils pour sensibiliser en interne vos collaborateurs. Donc, on a plus de 17 thématiques qui sont développées, alors sur différents supports. Hein. On a vraiment de tout, que ce soit de la vidéo, que ce soit des fiches, que ce soit... voilà, c'est vraiment, on essaye d'être assez didactique, c'est assez vulgarisé en termes de messages pour que ça parle à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y piocher ce qu'il vous faut pour pouvoir sensibiliser au maximum les personnes de votre entreprise. Merci beaucoup Amandine. Donc je vais devoir un petit peu accélérer sur le déroulé pour tenir le timing. On va passer à la troisième partie qui va partager donc des retours d'expérience terrain. Hop, pardon, j'arrivais pas à passer le slide. Donc je vais poser une première question à Philippe.
Sur ce constat, au niveau du terrain, notamment, quelle est la physionomie, par physionomie on entend organisation, moyens, compétences de la cybersécurité au sein des entreprises que vous accompagnez? Alors, je vais revenir à nouveau à un exemple. Nous avons réalisé en 2019-2020 une centaine d'audits de sécurité autour du RGPD avec les préconisations de la CNIL et de l'ANSSI. Et après, on s'est amusé à faire finalement des statistiques sur toutes les thématiques qu'on avait rencontrées. Et à notre grande surprise, on s'est rendu compte que 30% on s'est rendu compte que 30% des collectivités qu'on avait auditées avaient des systèmes de sauvegarde qui étaient défaillants ou inexistants, ce qui est juste incroyable, quoi. Donc là, c'est la réalité de ce qu'on croise sur une centaine de collectivités. Donc, fort de ça, le constat peut être quoi? Peut être de dire que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de moyens dans les entreprises de taille intermédiaire, il n'y a pas beaucoup de compétences non plus, et que souvent, le besoin peut se déclencher plutôt suite à un incident. Alors malheureusement, c'est trop tard, mais c'est quand on a un incident qu'on se préoccupe de ces problématiques de cybersécurité. Après, l'autre élément déclencheur peut venir parfois d'entreprises qui elles-mêmes sont raccrochées par phénomène de filiale à des actionnaires qui peuvent être plus importants, qui eux ont l'habitude de côtoyer des organisations plus grosses et qui elles-mêmes viennent mettre la pression en disant bah tiens, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, en termes de cybersécurité dans votre filiale, parce que pour nous, c'est important et c'est important pour le groupe. Donc, la prise de conscience, elle existe, elle est longue à se mettre en place. Et on se rend compte aussi que comme les offres autour finalement de la cybersécurité arrivent, commencent à être émergentes, mais qu'il n'y en a finalement pas tant que ça, il y a un phénomène d'acculturation qui nécessite de se mettre en place et qui est aujourd'hui un peu lent encore, malheureusement. Comment vous accompagnez les entreprises à dépasser, on va dire, les sujets d'amélioration de la sécurité opérationnelle qui est un sujet, on va dire, assez technique, pour partager un état des lieux et une vision auprès de la direction générale? Ouais. Alors voilà, l'autre élément, c'est que bien souvent, ce sont des aspects qui font peur parce que beaucoup de prestataires utilisent des jargons assez techniques. Donc les dirigeants ont un peu de mal en fait avec l'approche de la cybersécurité. Puis souvent pensent aussi que ce sont des projets qui vont être coûteux, énormes, compliqués à être mis en place. Alors que pas du tout. On peut tout à fait commencer par des choses très simples, par des petits audits, de la cartographie de systèmes d'information, on en parlait tout à l'heure, de la charte IT, de mise en place de PSSI. Donc nous, comment on s'y prend? Souvent, c'est toujours à peu près le même mode opératoire. On propose en fait en quelques journées un audit en fait de comment la problématique de la cybersécurité est impactante au niveau de l'entreprise. Et une fois que ça c'est fait, après, c'est quel plan d'action finalement on doit mener. Et puis après, c'est dérouler le plan d'action. Et dérouler un plan d'action, c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas l'Everest à gravir, hein, ça peut être quelques heures par mois, jusqu'à 1 ou 2 journées par mois. Donc, faut pas croire que c'est quelque chose qui est très compliqué d'un point de vue technique et impossible à mettre en place d'un point de vue organisation ou financier. Dernier point, on rencontre nous souvent 2 cas de figure. Des entreprises qui elles-mêmes ont déjà des compétences techniques. Et là, nous, on arrive en appui sur plutôt la méthodologie et l'organisation parce qu'elles ont les compétences, mais elles ne savent pas trop finalement comment faire. Et puis après, bien entendu, il y a les entreprises qui n'ont rien. Et là, il faut les aider jusqu'aux besoins opérationnels et les aider à trouver et à mettre en place donc les solutions qui vont bien. Merci beaucoup, Philippe. Du coup, je pose aussi la question à Xavier. Souhaites-tu compléter sur cette approche RSSI part-time, notamment au niveau des moyens? Effectivement, je confirme un peu ce que nous dit Philippe sur ce besoin un peu d'accompagnement. Il est d'autant plus nécessaire que la problématique souvent de base, c'est qu'ils ne savent pas où ils en sont. C'est-à-dire que sans savoir où on en est qu'on est en risque ou pas en risque? Est-ce qu'on fait confiance à nos prestataires? Est-ce que même en interne, on a la compétence? Le dirigeant d'entreprise va s'appuyer sur ce qu'on lui dit. Et si tout va bien, tout va bien. C'est-à-dire que les risques qu'on évoque aujourd'hui,
on peut trouver quelqu'un en interne, au niveau de l'IT, qui dit qu'on le mène de manière tout à fait acceptable. Souvent, le but, justement, c'est de vérifier. Donc, ce côté audit, je pense que c'est la base un peu de nos réflexions chez Harmonie, c'est mettre un point d'entrée dans une démarche d'audit qui va pouvoir donner un plan d'action, un plan de progrès. Ce n'est pas nécessairement une démarche pour dire tout va pas bien, c'est bien identifier la démarche de priorité. On a bien vu dans les exemples qu'on a pu être cités, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait plein de mesures en place, il manquait juste la bonne mesure, des fois, pour pas que ça soit catastrophique. Donc, on ne peut pas dire que les entreprises ne font des fois rien, elles font peut-être pas les bonnes choses. Donc, c'est là où on doit les accompagner en disant, vous partez de là, vous pensez que vous avez sécurisé cette partie-là, oui, mais les risques sont peut-être ailleurs, et les vraies problématiques sont ailleurs. Et quand aujourd'hui, on associe souvent en disant un manque de moyens, comme dit, il y a le côté, c'est pas très cher, c'est vrai qu'on peut faire des actions d'amélioration à moindre coût, comme le dit Philippe, et c'est souvent la base, hein, passer le premier palier, le niveau premier de maturité, souvent c'est des aspects un peu d'écriture, de corpus, d'administration un peu sécurisée, mais c'est des actes de l'administration, c'est pas nécessairement des outils. Donc il y a des choses qui sont simples à faire, mais le premier élément pour avoir finalement du budget, c'est le demander clairement, de manière structurée à cette direction, parce que elle peut mettre de l'argent dessus, mais encore faut-il qu'elle ait conscience du besoin, de combien, pourquoi. Donc c'est ce plan-là qui doit être décrit, et souvent qui manque dans les petites entreprises où la sécurité, c'est de la sécurité opérationnelle et effectivement sans nécessairement de stratégie ou d'anticipation et auquel on peut mettre effectivement un budget associé à ces démarches-là. Donc le manque de moyens, à mon sens, est souvent pas tant finalement financier qu'une demande très clairement structurée qui dit quel doit être le plan et la priorisation à mener. Merci Xavier. Je te propose du coup qu'on passe à la dernière partie qui va être vraiment focusée sur les solutions à mettre en place. Donc typiquement, quelles sont les méthodes de diagnostic et quelles sont leurs portées par exemple, l'ISO 27001 est le référentiel incontournable de tous les professionnels de la cybersécurité. Mais est-ce que c'est la méthode la mieux adaptée à toutes les entreprises ? Alors, effectivement, l'ISO 27001, c'est aujourd'hui l'élément, le référentiel normatif un peu sur le sujet, entre autres parce qu'il débouche sur une certification. Donc, c'est ce que souvent permet d'assesser. C'est aussi ce que demande de plus en plus, entre guillemets, on évoquait la notion de groupe ou des commanditaires importants qui vont pouvoir facilement juger la sécurité en disant, tiens, cette entreprise est certifiée ISO 27000. Donc, c'est effectivement un peu le Graal, l'objectif visé de viser une certification, des fois pour certains, de se faire auditer dans cette démarche-là. À notre sens, c'est une démarche qui va bien pour les entreprises relativement matures, parce que l'ISO 27000 va poser justement des questions autour du corpus documentaire qui, des fois, est souvent défaillant. Donc, avant de pouvoir juger, il faut déjà qu'il y ait déjà quelque chose. Ça peut traiter des aspects sur de la sécurité, entre guillemets, physique ou des data centers. Et dans les entreprises un peu récentes, plus petites PME, on a beaucoup de choses plutôt dans le cloud. On parle de réseau Wi-Fi plus que de réseau filaire. Donc, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait dans l'esprit et dans l'accroche des entreprises un peu plus jeunes ou petites. Donc, à notre sens, c'est un référentiel un peu compliqué à manipuler qui peut faire des audits un peu complexes et coûteux par rapport à ça. Donc voilà, c'est quelque chose que nous, on ne préconise pas nécessairement pour les petites entreprises. On va plutôt, nous, s'appuyer sur un référentiel donc basé sur l'ENSI. On a retraduit, par exemple, le guide de l'hygiène de l'ENSI. Il y a une quarantaine de mesures sur les différents axes de la sécurité, donc opérationnels, sur évidemment les réseaux, le poste de travail, la sensibilisation. Donc il y a 7-8 axes qui sont identifiés autour de 40 mesures. Et nous, on l'a décliné un peu plus à fond. Donc, on a appelé, nous, des notions de points de contrôle qu'on va mettre en face pour vérifier que, suivant les points de contrôle cochés, quelque part, ça nous donne des niveaux. Donc, des niveaux qui ont une maturité première qui est déjà, comme dit souvent, réalisée et réalisable, rien qu'avec un peu de l'huile de coude, des bonnes pratiques, de la communication, de la sensibilisation. C'est ce premier axe. Et on se rend compte que déjà, dans beaucoup d'entreprises, c'est des choses qui n'est pas atteinte. Et qu'effectivement, des fois, il y a eu des moyens ou des actions qui ont été menées sur un axe en particulier, où il y a peut-être eu beaucoup d'investissements en oubliant tous les autres. Donc nous, on va plutôt être à demander à faire progresser une maturité par rapport par une approche un peu globale de ces différents axes. Donc c'est une préconisation qu'on pousse. Ce qu'on voit aussi la tendance, c'est
dans ce côté audit qu'on évoquait, donc qui peut se traduire par cette démarche d'auto-évaluation qu'on évoque. C'est aujourd'hui la combinaison de s'évaluer sur cet aspect organisationnel et puis bonne pratique avec des audits techniques. Donc des audits techniques pour les grands comptes, ils vont vite aller sur des prestations on va dire de pentest, interne, externe, d'intrusion, sur des applications. Donc ça, c'est ce qu'on voit en accompagnement global dans les plus grands comptes, aussi bien on combine aujourd'hui l'ISO 27000 et des audits techniques. Et en déclinaison pour les PME, nous, on préconise justement un audit qu'on appelle technique un peu flash, qui est vraiment sur le côté et si exposé sur Internet. C'est des points typiquement, je crois que Amandine l'évoquait, c'est voilà, et puis même Luc, toutes les approches, que ce que font les attaquants. En fait, on est un peu dans le même esprit. Donc cet audit se met dans la position de l'attaquant. Qu'est-ce qu'il voit du système d'information? Qu'est-ce qu'il voit sur Internet qui parle de vous? Est-ce que, tiens, il voit des documents qui pourraient l'aider, des documents d'architecture qui sont dans des espaces de développeurs qui traînent sur Internet qui ne devraient pas? Donc on se met dans cette posture-là et on permet de diagnostiquer, donc d'avoir une vraie cartographie de ce qu'on voit. On voit aussi les pratiques, les mauvaises pratiques en termes d'administration sécurisée, parce qu'il y a des choses qu'on voit qui parlent sur les applications qui ne devraient pas être visibles. On peut les cacher, on peut se rendre un peu plus offusqué, moins exposés sont ici, donc c'est un élément important. Et puis évidemment, on voit aussi des vulnérabilités qu'on évoquait, qui sont souvent la première porte d'entrée. Il y a certaines vulnérabilités qui peuvent être critiques, qui peuvent être juste un élément d'entrée pour qu'effectivement, derrière, ils actionnent l'attaque par le ransomware, donc la crypto-locage et le ransomware derrière. Donc on combine, idéalement, voilà, c'est combiner ces deux approches sur des choses qui sont assez, on a assez outillées, voilà, dans la démarche, donc qui nous permet vraiment d'avoir une vision 360, aussi bien par le côté déclaratif des pratiques que de ce qu'on voit de l'extérieur. Et à partir de là, on peut établir donc un plan de progrès qui va traiter justement les différents axes, que ce soit du corpus documentaire, des méthodes, de la sensibilisation, qu'est-ce qui a été fait, pas fait, des pratiques d'administration sécurisée. Comme dit, là, ce n'est pas nécessairement des coûts importants, c'est une capacité aujourd'hui à accompagner la personne en charge de la sécurité, qui des fois est un administrateur, responsable DSI, un responsable informatique, qui fait de l'administration, qui fait aussi, qui doit gérer la sécurité, mais qui n'a peut-être pas toutes les pratiques et les bonnes pratiques dans ses connaissances. Donc là, on peut l'accompagner en disant, il vous manque quelques éléments de sécurité importants pour progresser. Donc, et idéalement, on va essayer peut-être dans ce démarche de progrès de mettre en évidence peut-être un seul projet de sécurité, d'amélioration, parce que évidemment celui-là peut coûter plus cher. Quel va être le sujet prioritaire? Se définir une priorité là-dessus. Donc tout ce plan de progrès, le but c'est évidemment de le présenter à sa direction générale, à sa direction administrative et financière, pour justement lui démontrer le point de départ, quelles sont les actions qu'on mène, quel point on vise en termes de maturité, donc on passer d'un niveau à un autre, c'est quelque part l'engagement qui est pris par ce plan-là, et puis associé à ce plan qui peut avoir besoin juste un peu de temps des fois, et un peu d'argent aussi, à définir le budget, la charge associée à cette activité-là. Donc ça, c'est passer de l'audit justement à ce premier élément de visibilité, de chiffrage, de chiffrer sa gouvernance de la sécurité. À partir de là, on peut lancer effectivement le plan d'action et se reposer la question de réauditer dans la même démarche, au bout de 6 mois, au bout d'un an, le progrès. Donc, si on fait déjà tourner ce cycle-là une fois, on a quasiment de la gouvernance fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, après on reboucle, on reprogresse, on redétermine, et c'est l'objet de la gouvernance, c'est d'amener un plan de progrès et de suivre les évolutions. C'est la première étape la plus importante. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au travers de nos approches qui combinent des outils, donc autour d'une solution risque ennemi, et puis dont toute une partie de solution d'ailleurs est disponible gratuitement pour les PME, et puis une combinaison d'assistance, comme l'évoquait Philippe, c'est le côté un peu assistance RSSI, pour vous accompagner dans ces grandes étapes de valider, définir, suivre l'avancement, revérifier régulièrement et vous accompagner. Donc voilà vraiment le point important. Merci Xavier. Du coup, je sais que tu avais un slide supplémentaire par rapport à la gouvernance et notamment la partie documentaire. Oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, pour compléter un peu mon message, c'est qu'effectivement, on affiche tout d'un coup. Là aussi, de la même manière, le côté gouvernance est souvent associé à la notion de corpus documentaire. Évidemment, il va falloir écrire tout ça. Est-ce que les entreprises ont donc la capacité
le temps, l'argent, l'envie, des fois, pas toujours. Donc, dans notre démarche, c'est plutôt d'associer une démarche pragmatique, c'est-à-dire quelles sont la base des documents qui sont essentiels, nécessaires pour progresser. Donc, moi, je la découpe en fait en trois étapes. La première, c'est mieux se connaître soi-même et faire connaître les règles de sécurité. Donc, se connaître soi-même, ça va être ce côté inventaire, cartographie des applications, des services. C'est d'autant plus essentiel aujourd'hui, dans l'ère du temps, que le SI, finalement, il n'est pas centré sur quelques applications en interne. On achète beaucoup plus à l'extérieur. On a des ERP, des SaaS, en SaaS, on a des systèmes, des espaces partagés dans le cloud. Donc, tout ça, ça fait partie des applications qu'on doit avoir, on doit regarder, on doit cartographier, et puis on doit rentrer un peu plus à l'intérieur. On doit regarder les données qui sont stockées, manipuler, si on doit se ramener aussi à la vision du RGPD, parce que la cartographie, elle peut servir aussi bien justement pour déjà identifier les risques, eux aussi, de dire est-ce qu'on est conforme ou pas à des pratiques du RGPD en termes de sécurité des données qu'on manipule. Donc cette cartographie est essentielle et elle est aujourd'hui souvent pas faite ou peu faite ou très incomplète. Et c'est vraiment un axe important pour se connaître. Après, faire connaître, à la base, comme on évoquait, la charte IT, la sensibilisation, la première étape, c'est déjà d'écrire soi-même ces éléments de politique, et d'ailleurs qu'on associe aussi à la politique des protections des données personnelles. Qu'est-ce que l'entreprise autorise pas à faire avec son ordinateur, à manipuler en termes de données, quelles sont les pratiques qu'elle recommande pour se protéger, et idéalement, maintenant c'est aussi dans l'air du temps, pouvoir faire signer ces engagements-là voilà, à l'embauche, avec la signature électronique, c'est d'autant plus simple. Ça atteste, ça oblige, voilà, ça encadre. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a passé ça, un peu plus mature, on va aborder les aspects de sécurité opérationnelle autour de la résilience, de la gestion finalement, de limiter les failles. Donc deux sujets importants. Le plan de continuité des sauvegardes, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais on réinsiste évidemment. Il est important de se poser la question de la capacité à redémarrer rapidement, la capacité à résister à des attaques de malware et de rançonnage. Donc, c'est un plan évidemment très important. Et le plan de contrôle qui va plutôt être là pour vérifier que la sécurité opérationnelle, elle suit son chemin, elle est vérifiée régulièrement. C'est aussi des fois une limite qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on a des règles, mais est-ce qu'on est sûr qu'on les applique? Est-ce que les activités sont bien faites? Et on arrive à la dernière étape qui est plutôt le Saint Graal, et des fois qu'on voit la première, on va faire une PCC. À mon sens, la PCC elle arrive plutôt à la fin. Elle est basée aussi sur d'abord une analyse de risque préalable. Et ça, c'est une étape où voilà, il faut déjà se connaître avant de faire une analyse de risque, donc connaître les assets, connaître bien ses métiers, identifier les données qu'on manipule. Donc, le fait que pour moi, c'est plutôt une étape finale et non pas une étape initiale. Merci Xavier. Il reste un peu plus de 5 minutes avant la fin, donc je vous propose qu'on conclue et on pourra ainsi passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Donc voilà, là en synthèse, je vous pose la question à tous sur quelles seraient les bonnes pratiques opérationnelles à véhiculer, notamment au regard du contexte de télétravail généralisé, de cloudification et notamment de supply chain. Du coup, je commence par Luc. Luc, quels seraient les conseils que tu souhaiterais partager? Alors, enfin, des conseils de base, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire s'assurer d'avoir une politique de sauvegarde efficiente avec des tests de restauration réguliers, puisque comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est souvent au moment du finisme qu'on pensait qu'on avait un système de sauvegarde efficient et qu'on s'aperçoit que c'est pas le cas. Et évidemment, moi, ce que je peux conseiller aux PME et aux ETI, c'est effectivement de souscrire une assurance cyber parce que ça participe de la gestion du risque. C'est pas seulement une manière de le transférer à un assureur, c'est aussi le fait de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de son niveau de sécurité. Donc, c'est vraiment les deux points, c'est sensibiliser les utilisateurs et avoir une politique de sauvegarde et un plan de continuité d'activité. Et pour ce qui est du risque résiduel, une fois qu'on a mis en œuvre les mesures en interne, pour ce qui est du risque résiduel, effectivement, réfléchir sérieusement à son transfert à une compagnie d'assurance spécialisée dans le cyber, en tout cas qui propose des polices dédiées au cyber, pour pouvoir bénéficier en cas d'attaque de l'assistance de professionnels certifiés.
Merci Luc. Philippe, quelles seraient les bonnes pratiques? Je sais que tu avais un mot à partager, notamment sur la partie choisir ses prestataires. Oui, on n'a pas trop parlé de cet aspect pour l'instant, mais je voulais revenir dessus. En fait, c'est vraiment important de s'assurer que son prestataire lui-même, finalement, déjà par rapport à la conformité RGPD, a mis ce qu'il fallait pour assurer la sécurité de ses propres données. Et puis après, de vérifier que les services qu'il vous vend, il sait les produire, il sait les vérifier, il sait aller voir si tout est opérationnel, comme en parlait Luc sur la résilience du système d'information. Donc, c'est pas parce qu'on connaît son prestataire depuis des années et qu'on l'aime bien qu'il faut lui faire une confiance aveugle. Donc, faut pas être trop parano, mais il faut quand même aller vérifier qu'il est toujours en capacité à vous fournir des prestations suffisamment pointues sur la partie risque autour des données. Merci Philippe. Pour compléter, quand on parle de prestataires dans ce cas d'usage, c'est bien les prestataires infogérants, mais également de services cloud qui fournissent des espaces d'hébergement de données. Exactement, tout à fait. Ouais. Moi, je dirais pas seulement infogérant, parce que ce qu'on observe souvent sur le terrain, c'est qu'il y a une vraie confusion des entreprises dans les différents prestataires informatiques. C'est-à-dire que, pour faire très très court, on a des mainteneurs au ticket qui interviennent de façon très ponctuelle et à la demande de la direction de l'entreprise, qui ont très peu qui a un niveau de responsabilité sur le SI de l'entreprise en question qui est très limité. On peut avoir des mainteneurs avec des volets maintenance préventive, où là, le niveau de responsabilité du mainteneur est un tout petit peu plus élevé que précédemment. Et puis, on a le contrat d'infogérance qui, là, comme le définit le Syntec, consiste en une prise en charge de tout ou partie du système informatique de l'entreprise en question. Et très souvent, quand j'interviens sur un sinistre, une de mes premières questions à l'assuré, c'est de lui demander si effectivement il a un ou plusieurs prestataires informatiques. Et très souvent, on me répond qu'on est infogéré par telle ou telle société. Et puis quand on regarde le ticket, en réalité, le contrat, pardon, il s'agit d'un contrat au ticket où il n'y a absolument pas du tout d'infogérance et où le prestataire informatique, finalement, n'a aucune visibilité sur le SI et n'intervient que si on le lui demande. Et très souvent, il y a là aussi un travail d'éducation à faire entre ce qui relève de la maintenance simple, ce qui relève de l'infogérance. Merci beaucoup Philippe. Pareil, Xavier, c'est des aspects qu'on n'a pas encore vus sur ce webinaire. Donc, quels sont les conseils en matière de sécurité opérationnelle, notamment liés aux accès à l'identité numérique et aussi à l'ensemble des terminaux mobiles? Effectivement, dans les tendances aujourd'hui, avec le télétravail, la cloudification, je pense qu'il y a 2 points un peu importants dans l'air du temps, pas si compliqué à mettre en œuvre que ça aussi dans ce contexte-là. Donc tout ce qui est autour de la sécurisation des accès. Donc dedans, j'entends tout ce qui est avoir un point d'accès unique, le côté SSO, et renforcé avec ce qu'on appelle aujourd'hui les MFA. Donc comment effectivement avoir un deuxième facteur pour se réauthentifier à la place du mot de passe qu'on a évoqué. Le mot de passe d'entreprise, c'est quand même un élément qui devient compliqué à maintenir, des fois faible, des fois qui a été effectivement diffusé et on n'est pas sûr que effectivement le collaborateur a réagi au bon moment. Le mettre un deuxième facteur, c'est quand même une sécurité, un rempart supplémentaire. Donc c'est quelque chose qui va favoriser les éléments. Peut-être déjà, comme dit, des fois c'est difficile de l'appliquer partout, mais si on l'applique à la messagerie, comme indiqué Amandine, hein, qui est un élément clé aujourd'hui dans toutes les sémantiques d'accès et finalement au système d'information, de réinitialisation des accès, la messagerie est importante à sécuriser. Donc le deuxième facteur est important sur ce média-là en particulier. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on peut en plus facilement intégrer dans l'air du temps ou avec des fournisseurs comme, sans les citer, hein, Microsoft avec Office 365 ou même Google, qui offrent aujourd'hui des mécanismes de SSO et de fédération et de MFA dans leur suite, et qui vous permet quand même de travailler sur ce point d'accès unique, centralisé et intégrer petit à petit l'ensemble des applications importantes. Et franchement, c'est peut-être pour le coup plus facile pour une petite entreprise d'aller dans cet objectif-là, parce qu'on a un système d'information entre guillemets plus récent qui va s'appuyer sur des systèmes qui permettent de faire cette fédération-là.
plus facilement qu'un gros SI d'entreprise ETI ou de grands comptes, qui est beaucoup plus disparate, complexe à unifier dans cet axe-là. Donc ça, c'est un point important. Le second, c'est la sécurisation du poste de travail. Et quand je dis poste de travail, c'est les terminaux qui deviennent mobiles. C'est-à-dire qu'on va tous passer un peu plus dans la notion de télétravail. Je pense que la tour, le PC tour au bureau, ça va un peu disparaître dans les années à venir. On va tous passer sur des équipements plus mobiles, donc avec des éléments qu'on ramène à la maison. Donc évidemment, plus compliqué à maintenir. Les mises à jour, est-ce qu'on peut les piloter comme il faut? Si on met un VPN, ça ne vous garantit pas que justement le PC lui-même se maintient à jour au fil du temps et tout le temps. Donc, pouvoir mettre des solutions dites de MDM qui permettent justement d'amener cette sécurité au plus proche pour passer les bonnes règles d'accès, réduire les privilèges accordés sur le poste de travail. De la même manière, on évoquait les malwares, la porte d'entrée qui passe par l'utilisateur, mais il passe l'utilisateur par le PC de l'utilisateur qui lui-même a des fois trop de privilèges et trop d'accès, qui fait que la propagation elle est d'autant plus facilitée. Donc tout ça, c'est en lien effectivement avec aujourd'hui le renforcement de la sécurité du poste de travail. Là aussi, allez voir des Microsoft ou des Google, ils ont des solutions dites de MDM intégrées à leur suite, là où il y a quelques années, c'était des outils tiers qu'il fallait absolument déployer. Donc avec un projet associé, là on peut vraiment le faire par étapes et c'est le bon moment de le faire. Merci Xavier. Donc on a débordé au niveau timing. On espère en tous les cas que ça pose pas trop de problèmes pour les personnes qui participent au webinaire. Donc, je vais donner le mot de la fin à Amandine sur un dernier volet donc, sur lequel tu es sensible, à savoir le volet humain et la sensibilisation. Donc, pareil, tes derniers conseils, tes derniers mots à ce sujet. Oui, alors vraiment, il est important de comprendre que la sensibilisation, moi, tout le monde doit être sensibilisé, tout le monde doit comprendre qu'il a un rôle à jouer dans la défense du système d'information de l'entreprise et il faut faire prendre conscience à chacun de son rôle à jouer. C'est vraiment stratégique. Et donc, ce qui fonctionne bien, nous, ce qu'on a pu voir dans les différentes sensibilisations qu'on a menées, déjà, impliquer la direction générale. Il faut absolument que l'impulsion de ce projet de sensibilisation il vienne d'en haut et qu'ils soient impliqués que les décideurs soient impliqués dans cette sensibilisation. Comme je le disais, tout le monde doit être sensibilisé de la stagiaire à l'élu, à l'élu ou à la direction générale. Autre chose qui est important, qui marche bien, c'est de contextualiser. Vos employés sont avant tout des individus, donc essayez de leur parler de leur vie personnelle, de décloisonner le sujet. Les messages passent mieux en fait si vous leur parlez de leurs photos de famille plutôt que des données de l'entreprise. Des fois les messages vont mieux passer. Autre conseil, répétez les messages. La sensibilisation, c'est pas juste un one shot à un moment donné, c'est vraiment en continu. Ça n'a pas de fin. Donc voilà, persévérer. Il faut absolument que les messages soient répétés plusieurs fois. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, c'est mesurer les résultats. Il faut absolument vérifier que ces messages de sensibilisation sont bien passés et qu'ils sont bien appliqués. Donc voilà, essayez d'encourager au maximum votre personnel à signaler dès qu'il a le moindre doute. Voilà, donc ça c'est votre challenge de réussir à ce que vos utilisateurs deviennent un vrai allié pour vous dans la sécurité de votre entreprise. Voilà. Le message, c'est que la cybersécurité est l'affaire de tous. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je tenais donc à tous vous remercier pour votre intérêt et aussi remercier Amandine, Luc, Philippe et Xavier. Donc, nous restons à votre disposition pour échanger sur vos besoins. Je vous invite aussi, je fais un peu de l'autopromo, à tester les services PME de Risk Enemy, qui sont l'évaluation de maturité SSI, la simulation de phishing et la sensibilisation des collaborateurs. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon appétit et à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.